avec ce rôle de Sheikh Hosni dans le film de Kit Kat de Daoud Abdel Saïd, un rôle, je dirais, emblématique quand même dans l'histoire de l'Égypte. À part cela, chers téléspectateurs, on aborde à présent notre débat d'aujourd'hui concernant les relations américano-égyptiennes. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Nesrine. Alors là, on dit que peut-être les États-Unis commenceront une nouvelle ère avec cette présidence du républicain Donald Trump, que ce soit en ce qui concerne la politique à l'intérieur ou également la politique à l'étranger, puisque Donald Trump vient avec une gamme de principes tout à fait différente de son prédécesseur. Obama ou de sa rivale Hillary Clinton. D'abord, est-ce que cette citation ou ce jugement est-il à 100% vrai? On ne peut pas vraiment dire qu'il est à 100% vrai parce que d'abord, en Amérique, nous savons qu'il y a des institutions qui dirigent la politique américaine, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le président, il y est pour quelque chose, c'est vrai, mais sa présence ne peut pas véritablement définir la politique américaine à 100%. N'empêche que la façon même d'appliquer cette politique peut être différente d'un président à l'autre parce qu'il y a plusieurs outils et chaque président va choisir les outils qui sont un peu différents. Alors, pour juger de la véracité de cette déclaration ou de cette affirmation, il faudra attendre deux éléments. Il faudra attendre d'abord de voir le nouveau président Donald Trump au pouvoir, réellement, c'est-à-dire après le 20 janvier. Et il faudra aussi attendre cette phase où il y aura la passation très soft du pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump, parce que aussi, on a vu qu'après l'élection de Donald Trump, le mécontentement populaire en Amérique était clair, était manifeste. Les gens ne l'ont pas caché. Il y a eu des manifestations et on a vu aussi que Trump, sur certaines positions sur lesquelles il était ferme, a commencé à faire des déclarations plus vagues. Donc, on va voir, est-ce que d'abord, Donald Trump va insister à garder, à préserver les mêmes idées, les mêmes, je dirais, règles générales qu'il avait annoncées aux élections, ou va-t-il rebrousser chemin pour ne pas perdre quand même une autre partie de sa popularité? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, il faut savoir que Donald Trump, ce n'est pas un politicien, il n'a pas une expérience de politicien, c'est un homme d'affaires très intelligent, très malin, qui sait comment gagner et peut-être que pour gagner, il fera des choix qui ne sont pas d'ordre politique mais d'ordre économique, c'est-à-dire que peut-être qu'il va un peu détourner ses propos ou ses intentions ou peut-être qu'il va se baser uniquement sur le côté interne en Amérique. Donc il faudra vraiment attendre son arrivée au pouvoir pour trancher qui sera Donald Trump, le politicien ou l'homme politique, puisqu'on ne connaît pas l'homme politique, on connaît l'image économique de l'homme, un homme qui sait, malgré tous les obstacles, toujours sortir gagnant, obtenir les meilleurs deals ou meilleurs accords, la plus belle femme. Donc on verra, est-ce que cet homme-là pourra être un politique avec ce même esprit dès qu'il va parvenir à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. C'est vraiment à partir de cette date-là, pendant les 100 premiers jours, qu'on pourra répondre à cette question concernant Donald Trump. Oui, alors on a l'impression qu'on vit vraiment dans un thriller américain et on ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est un film d'action. Voilà, en fait, avec Donald Trump, ce qui inquiète, c'est pas véritablement les idées qu'il a affichées, parce que si c'était par exemple, je fais la comparaison avec la France, si c'était Marine Le Pen qui était arrivée au pouvoir, les gens auraient connu ce qu'est Marine Le Pen et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, ses limites d'action et sa ligne d'action même. Avec Donald Trump, ce qui inquiète un peu, c'est que oui, il a émis des propos un peu, je dirais, qui peuvent être classifiés comme étant hostiles à certaines populations américaines, entre autres les émigrés, les personnes d'origine hispanique, les musulmans, mais est-ce que on ne sait pas véritablement jusqu'à quel degré de sérieux a-t-il l'intention de pousser ses propos et d'en faire une ligne d'action? C'est aussi un homme dont
le comportement est toujours inattendu. Et par contre, c'est ce qui inquiète. On ne sait pas véritablement pour les Américains, pour le reste de la planète, parce que quand même, il faut reconnaître que les États-Unis constituent un élément majeur sur la carte internationale et planétaire. Certainement. Voilà, et donc on ne sait pas quelles seraient les réactions de Donald Trump. Et c'est cette incompréhension de son personnage qui est prêt à des, je dirais, des décisions et puis des changements drastiques qui inquiètent un peu, qui inquiètent aussi les institutions américaines internes. Il faudra attendre les 100 premiers jours pour s'imaginer quelle sera véritablement la situation. Je préfère ne pas le juger pour l'instant, mais je crois que quand même si Donald Trump est connu pour ses positions très hostiles parfois, pour des propos qui sont parfois choquants, je dirais qu'il faudrait attendre parce que peut-être que Donald Trump n'a eu simplement que le courage de dire ce que les autres le pensaient réellement sans le dire de manière franche. Donc il faudra voir comment ces propos-là se transforment en une ligne d'action pour vraiment le juger. Parfait. Donald Trump a fait quelques déclarations. Hier, il a parlé que la condition d'éloigner le président Bachar al-Assad de la nouvelle solution en Syrie n'est plus sur la table et qu'il peut avoir une solution comprenant le président Assad en tant que de l'État. Comment voyez-vous cela sur le déroulement de la crise syrienne quand même? Alors, il a fait ces déclarations, bien sûr, avant toujours d'être le président des États-Unis. Donc, on ne sait pas véritablement au moment de devenir président des États-Unis s'il pourra appliquer cela, oui ou non. Mais il n'empêche que... ça pèse sur la scène quand même. Ça pèse sur la scène. La crise syrienne est devenue pesante, est devenue dangereuse. C'est devenu comme une bombe à retardement pour toute la planète, il faut le reconnaître. Mais est-ce que Donald Trump, parce que quand même il faut reconnaître que le lobby de vente des armes aux États-Unis est puissant et qu'il a son mot à dire, que certaines institutions en Amérique préfèrent que cette guerre perdure, est-ce que Donald Trump aura le pouvoir véritablement et la force d'imposer sa vision s'il parvient à l'imposer, et surtout d'autant plus que lui, il pense qu'on ne peut pas éliminer le président Bachar al-Assad, d'abord parce que Bachar al-Assad, d'après lui, est une partie de la solution, mais aussi parce qu'il pense que cela ne sera pas possible parce que la Russie, en tant que, je dirais, carte de pression importante, ne va pas permettre l'isolement ou l'éloignement de Bachar al-Assad. Alors, si cela est appliqué, je crois que ça sera véritablement le début d'une solution de la crise syrienne, parce qu'il est clair qu'en Syrie, même si Bachar al-Assad est, je dirais, critiqué pour certains actes qui sont qualifiés par les uns ou les autres comme étant des actes de crimes de guerre. Sur le terrain, réellement, il y a encore d'autres éléments beaucoup plus compliqués qui font que toute élimination de Bachar al-Assad de l'équation politique pourrait transformer la Syrie en une nouvelle catastrophe humaine. Parce que sur le terrain, il y a plusieurs factions terroristes qui terrorisent la population et qui pensent pouvoir s'emparer du pouvoir si Bachar al-Assad est éliminé. On parle pour la première fois de l'histoire de l'humanité d'une opposition modérée mais armée, ce qui paraît un peu bizarre. Donc, et il est clair que la Syrie est loin d'être libanisée, c'est-à-dire qu'il est clair qu'on ne pourra pas voir un parti fort comme le Hezbollah avec des milices armées en Syrie qui contrôlent le territoire et qui a son mot à dire face au président et au Premier ministre. C'est clair que cette solution-là ne sera pas appliquée en Syrie. Et que l'unique façon de régler la situation en Syrie, c'est que Bachar al-Assad y soit et qu'il y ait peut-être une règle un peu à la façon algérienne. Je crois que la Syrie ne peut être réglée que de la manière algérienne, c'est-à-dire que le pouvoir en place va rester, mais qu'on propose une sorte de loi qui fait qu'on gratifie tout le monde des deux côtés, oui, et que tout le monde soit pardonné pour tous les crimes qui ont été commis, et comme ça que tout le monde puisse vivre en paix. C'est ce qui s'est passé en Algérie après les 10 ans d'années folles, oui. Et finalement, ils ont trouvé que ça ne servait à rien, la guerre ne va pas mener quelque part, le régime en place ne va pas céder, les mouvements perçus comme étant terroristes ne vont pas aussi céder, et que finalement, il fallait
Donc je crois que si Donald Trump arrive à imposer cette solution-là, il serait en train de régler le problème, la crise syrienne, mais aussi la crise de tout le Moyen-Orient, parce que finalement, la crise syrienne, elle a débordé au Moyen-Orient et d'après ce qu'il a dit, qu'il a l'intention de faire la guerre à Daesh. Donc s'il a l'intention de faire la guerre à Daesh et de régler la crise syrienne, c'est-à-dire que le Moyen-Orient va connaître des jours, pas de beaux jours, mais des jours beaucoup plus stables que les jours qui ont succédé au fameux printemps arabe et qui ont fait que nous avons une Syrie morcelée, une Libye morcelée et une Égypte qui se retrouve entre des pays morcelés, des terroristes des deux côtés et qui est vraiment difficile pour maintenir la sécurité tout le temps sur les frontières. Oui. Donc j'espère bien que cela va se réaliser, mais on verra vraiment si ce sera possible pour lui de le faire. Oui. Et si on parle un peu des relations entre les États-Unis et l'Égypte, sous la présidence de Barack Obama, ces relations ont connu une sorte d'éloignement, une sorte de vraiment pas cette collaboration stratégique qu'on connaissait concernant les deux États. Donald Trump avait affiché qu'il aura de meilleures relations avec ses alliés modérés dans la région du Moyen-Orient, en faisant allusion bien sûr à l'Égypte et aux Émirats arabes unis. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi était le premier à féliciter Donald Trump. Alors, ça nous donne un peu l'espoir que peut-être les relations, surtout économiques, stratégiques, entre les deux pays vont s'améliorer à l'avenir, ce qui vraiment va être dans le bon sens et dans le bien des deux pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, si on parle des relations égypto-américaines, il faut d'abord prendre le côté américain. Les Américains n'ont pas de bonnes et de mauvaises relations, c'est juste un jeu d'intérêt et de stratégie. Et par contre, il n'y a jamais eu de vraies bonnes relations entre l'Égypte et les États-Unis. Il y a eu des moments de rapprochement et des moments d'éloignement qui sont dus surtout à des visions politiques différentes. Mais ce n'est pas seulement pendant la présence de Barack Obama. L'éloignement a commencé avec George W. Bush, puisqu'il y avait une vision totalement différente avec l'ancien président Moubarak. Et puis après, avec l'avènement de la révolution du 25 janvier 2011, on a vu aussi que l'administration américaine avait pris ses distances, laissant les acteurs en jeu faire, je dirais, déborder un peu la situation pour les intérêts américains. Avec l'arrivée de l'ex-président, ou de l'ancien aussi, parce qu'il y a eu après un autre président, de l'ancien président Morsi, les États-Unis avaient apparemment l'intention de s'entendre avec ce régime, du fait que ce régime allait permettre à l'Amérique de régler pas mal de problèmes, comme par exemple créer une patrie, une nouvelle patrie à tous les terroristes de la région et aussi à la bande de Gaza, donc au Hamas. Et c'était vraiment une vision américaine qui était plus ou moins appliquée avec le régime en place. Puis est survenu le 30 juin. Le 30 juin est venu interrompre les plans américains pour l'Égypte et pour la région. Et c'est pour cela que l'Amérique n'a jamais accepté l'Égypte après le 30 juin et l'administration égyptienne après le 30 juin, parce qu'il n'y avait pas de la part de l'administration égyptienne une animosité, aucun discours comme du temps de Nasser où il y a des déclarations outrageantes à l'égard des États-Unis, au contraire, des discours très bien structurés sur le plan diplomatique et qui reconnaissent l'importance des États-Unis, mais qui reconnaissent d'autre part aussi l'importance des intérêts de l'Égypte. Oui. Et en même temps, il n'y a pas eu de rapprochement, surtout sur un dossier qui constitue, je dirais, un dossier clé et pivot, c'était le dossier de la lutte antiterroriste, parce que l'Égypte veut vraiment mener cette lutte, je dirais, jusqu'au bout, alors que les États-Unis avaient une vision un peu différente de la lutte antiterroriste et même de la définition du terrorisme et des groupes terroristes. Et sur le dossier syrien, il y a eu aussi des scissions ou des divergences entre l'Égypte et les États-Unis et par conséquent, les relations se sont détériorées. Avec les élections présidentielles, l'actuel maintenant président américain, Donald Trump, a déjà pris des positions
qui ressemble à celle des positions prônées et réclamées et demandées par l'Égypte, c'est-à-dire la lutte réelle et drastique et totale contre l'État de Daesh. Ça, c'était numéro un. Régler la crise syrienne de sorte véritablement à trouver une solution durable en admettant que le président Bachar al-Assad reste une partie de la solution. Oui. Aussi, il y a cette classification de éliminer tous les éléments qui ont des idées fanatiques et extrémistes. Donc il y a eu ce rapprochement. Et le rapprochement, on l'a ressenti pas seulement avec, à travers l'appel téléphonique du président Abdel Fattah el-Sisi, mais on l'a ressenti tout de suite lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi était, il y a quelques mois, aux États-Unis. Il a candidat à la présidentielle et c'était clair que la rencontre avec Donald Trump était beaucoup plus, je dirais pas chaleureuse, mais je dirais était beaucoup constructive parce qu'il y avait des points de vue assez clairs qui se rapprochaient et même plus tard, parce que j'ai fait l'effort d'aller lire sur le site officiel de Donald Trump, il a lui-même affiché qu'il y a eu des points de convergence et que les deux présidents avaient partagé une même idée sur un dossier spécial, la lutte contre le terrorisme. À partir de ce moment, Donald Trump a vu que l'Égypte pourrait être un allié dans la région pour lutter réellement contre le terrorisme. Donc c'est pas en guise de relations humaines, mais c'est en guise d'intérêt et d'une vision américaine qui se veut très proche de la vision égyptienne sur un dossier assez spécial, la lutte contre le terrorisme. Et j'espère que cela pourra permettre à l'Égypte de bâtir des relations plus solides et plus fortes avec les États-Unis. Tout à l'heure, vous aviez parlé de relations économiques. Réellement, nous n'avons pas besoin de relations économiques avec les États-Unis. Je ne dirais pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais nous avons véritablement besoin pour le moment d'une union internationale pour lutter contre le terrorisme, parce que c'est le terrorisme qui est une pierre d'achoppement face à tous les efforts de développement durable et développement économique en Égypte, que ce soit l'économie, le tourisme, tout cela, le terrorisme est vraiment une pierre d'achoppement. Donc je crois que si nous arrivons à créer une sorte d'alliance très forte avec les États-Unis pour véritablement purger la région du terrorisme, je crois que là, ça sera véritablement le vrai gain et l'unique gain dont on peut parler. Et donc aussi, si on parle du conflit israélo-palestinien sur la scène, sur le plan de relations entre l'Égypte et les États-Unis, comment le voyez-vous quand même et selon vous, quel est, je dirais, son futur proche? Alors, avec, oui, Donald Trump, il avait dit qu'il a a été une solution catégorique. Il a été catégorique parce qu'il quand même s'est aligné sur la position israélienne. Il n'a pas caché qu'il a l'intention d'annoncer Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ils disent tout cela, oui, mais au moment d'arriver au pouvoir, il y a d'autres éléments qui s'opposent. Mais pour moi, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, hein, avant de parler de comment les États-Unis et Israël vont régler le conflit israélo-palestinien, il faudrait peut-être appeler les Palestiniens eux-mêmes à régler le conflit interpalestinien. Parce que comment on leur demande de négocier avec Israël si eux-mêmes ne sont pas capables de négocier entre eux? On a Fatah, on a Hamas, mais on a aussi d'autres factions. Et on a, je dirais, chaque coin de la Palestine qui est morcelé, non pas par les frontières imposées par Israël. Les frontières sont beaucoup plus profondes. Ce sont des frontières psychologiques, psychiques, politiques, et qui sont arrivés il y a quelques années quand même, on parle d'une décennie en arrière, puisqu'on a tous vu ces photos-là il y a en 2005, en 2006, en 2007, les personnes qui étaient pro-Fatah ou pro-Hamas étaient considérées comme étant des espions, des traîtres. Ils étaient conduits, amenés en prison, parfois même jetés du dessus d'immeubles. Oui. Donc là,
pour parler d'une solution israélo-palestinienne, ce ne serait pas logique de demander au monde de trouver une solution, ce ne serait pas logique de montrer un doigt accusateur en direction du monde entier en disant qu'il tue les enfants du peuple palestinien si les Palestiniens eux-mêmes ne sont pas capables aujourd'hui de réorganiser leur rang et de dire il y a une priorité avant tout, c'est de sauver notre pays, notre identité palestinienne, parce que j'ai bien peur que dans le temps ça devienne de l'histoire, parce que quand même le conflit israélo-palestinien perdure depuis plus de 60 ans. Est-ce qu'il va être réglé dans 40 ans, bientôt, dans quelques années, ça sera un siècle, 2 siècles? Est-ce que là, ça va être une solution? Est-ce qu'on parlera toujours de la même question? La même question. Donc là, les Palestiniens ont un grand travail à faire, c'est leur travail. Ce n'est pas le travail de Donald Trump et ce n'est pas le travail des Israéliens. Et il faut arrêter de regarder la politique comme étant, c'est-à-dire la justice sur terre. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le président Anwar Sadat, qui était un homme assez intelligent et visionnaire, lorsqu'il s'est entretenu avec Kissinger, il lui a dit « Mais vous n'avez rien à dire que la situation est froide et vous n'avez rien à changer pour changer les cartes, pour avoir votre pays, vous êtes des perdants et vous devez accepter ça. » Alors là, le président Anwar Sadat a décidé de jouer et de régler et de changer les règles du jeu pour imposer le mot de l'Égypte. Que les Palestiniens ont-ils fait véritablement sur le terrain pour changer les règles du jeu? Aucune chose n'a été faite. Donc là, il faudra attendre que les Palestiniens eux-mêmes décident de faire quelque chose. Oui. Docteur Nesrine Choukri, on vous remercie infiniment pour ces détails et ces analyses concernant le dossier d'après l'élection de Donald Trump. Merci. Merci à vous. Merci, et c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme. Oui, malheureusement, chers téléspectateurs, mais de toute façon, nous vous souhaitons toujours de passer les moments les plus agréables sur l'ALTV international. Au revoir.